Ouais, non, mais ça va pas aller. Les usines. Est-ce qu'il y avait fait ça? Non, on n'inverse pas. On n'inverse pas? Non, c'est pas possible, c'est trop technique. Ouais, ouais. Il n'y a pas d'animal de ça c'est là. Leïla, ne partez pas. Non. Non, mais c'est juste. Ouais, c'est la première. Non, on reste sur la première. Jean-Roger va pas tarder à arriver. Voilà, on va y arriver, formidable. On s'est lancé un défi supplémentaire, c'est qu'à chaque table ronde, enfin en tout cas la première table ronde, à chaque table ronde on va avoir 2 étudiantes qui ont travaillé avec nous pendant la semaine. Ouais, désolé, il n'y a pas de micro, il n'y a pas de sono, donc voilà. Et ensuite à la première table ronde on va avoir 2 habitants du quartier, 2 habitantes du quartier d'ailleurs, là on peut dire. Et on va commencer par la première, on va rester sur la première table ronde. En premier. Voilà. Et donc, qui vont pas tarder à nous rejoindre, habitantes du quartier qui ont créé une association qui s'appelle les Corons d'Orient, à l'initiative, avec l'aide de Mélusine Panier, qui elle habite dans la cité d'Orient depuis 6 mois, dans le cadre de sa recherche sur les pratiques collaboratives en architecture. Voilà. Donc, comme dit Mélusine, c'est vrai on sollicite beaucoup les habitants et les habitantes du quartier. Et donc, et en même temps, c'est extrêmement important pour nous de les avoir. Donc, voilà. Donc, Leïla Gondry de la CAL. Je suis directrice habitat et renouvellement urbain à l'AGLO. Donc, on va dire que ces sujets-là et architecte. M'intéresse directement, architecte effectivement, de l'école de Lille. Hein, donc, j'ai bien connu la rue verte il y a plus de 20 ans. Voilà, donc très clairement, cette expérimentation, lorsqu'elle m'avait été présentée, moi je trouve que c'est un sujet passionnant. On a besoin de ces réflexions pour nourrir nous, derrière le côté opérationnel et les modes de faire sur notre territoire. Le bassin minier, c'est un sujet éminemment passionnant. On a la chance d'avoir un patrimoine remarquable, des logements locatifs sociaux, je pense, qui feraient rêver beaucoup d'autres territoires, parce qu'effectivement, on a notamment de l'individuel et puis effectivement un patrimoine qui a quand même un caractère architectural notoire. Donc travailler sur la question de l'autoréhabilitation accompagnée, c'est aussi un sujet majeur, je pense, de faire évoluer les pratiques aussi, travailler la question de la concertation. Je crois beaucoup à la co-construction. Moi j'ai travaillé, ça fait un peu plus de 20 ans que je fais des projets de renouvellement urbain, avec vraiment beaucoup de co-construction des projets sur notamment le précédent territoire sur lequel je travaillais, où on était vraiment en immersion avec les habitants du quartier sur le travail sur les projets. Donc je crois vraiment à ces questions-là, et je pense que c'est important que les habitants soient acteurs en fait de leur territoire, de leur quartier, de la réhabilitation, que ce soit aussi des occasions pour eux de découvrir d'autres choses. On voit des problématiques aussi de questions de formation, d'accès à l'emploi. Ça peut être aussi au travers de mise en place de chantiers d'insertion, par moment effectivement des leviers sur ce plan-là. Donc merci en tout cas d'avoir développé cette expérimentation chez nous, et j'espère qu'on aura d'autres occasions. Je sais qu'il y a déjà aussi d'autres chantiers en cours, au-delà de l'expérimentation en cours, mais d'autres chantiers en cours avec l'école d'architecture sur Saint. On vient d'en parler avec Béatrice, donc non, avec Raphaël, pardon. Et donc nous voir de Saint. Et je pense qu'il y a plein de sujets passionnants sur notre territoire. Donc moi j'espère qu'on développera des partenariats réguliers avec la chaire, avec l'école, et puis avec évidemment Maison et Cité, parce que forcément, si on n'a pas votre feu vert, c'est un peu compliqué. Et d'ailleurs, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on est tous ensemble
Donc Ville de Arne, Maison et Cité, Cal, Misson-Bassin-Minier, j'en oublie, le groupe de la frugalité heureuse et créative Hauts-de-France, qui est un groupe d'architectes mobilisés sur des questions de frugalité. On a tous répondu, mais Ralance aussi, enfin bon, j'en oublie, mais voilà, répondu à l'AMI engagé pour le logement de demain. Donc était un appel à candidature lancé par le ministère de la Culture et le ministère du Logement, ancien ministère du Logement, mais bon aujourd'hui il n'est plus exactement au même endroit, mais voilà, il a retrouvé vie. Et donc on a été, il y a eu plus de 300 projets qui ont été présentés à l'échelle de la France. 99 projets, je crois, ont été sélectionnés. Et parmi ces 99 projets, 20 projets ont été ce qu'ils appellent projets incubés, c'est-à-dire particulièrement soutenus, notamment par la Caisse des dépôts, la Banque des territoires. Et donc on est parmi les 20 projets, donc on était vraiment super heureux, parce qu'on a défendu, je vous avoue que dans la candidature, le mot réhabilitation, rénovation n'existait pas, n'était pas présent. Et donc j'ai appelé en disant, nous on aimerait bien répondre sur le devenir des cités minières, mais est-ce que c'est dans le cadre? Est-ce que le logement de demain c'est aussi le logement rénové? Ils m'ont dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème, je pouvais répondre et tout. Et donc voilà, on a répondu avec une très belle équipe, avec le travail de Mélusine et de Martin, en prenant 25 logements de la rénovation de la cité d'Orient qui a démarré. Bon, c'est un peu sportif, mais on va y arriver. 25 logements expérimentaux, donc avec une jeune équipe d'architectes, Mathieu Metz et Amandine Martin et Marie Blancard, voilà, et puis et le bureau d'études Tribu. Et donc ces 25 logements doivent être un peu représentatifs, en fait, peut-être moyen d'expérimenter les matériaux biosourcés, l'autoréhabilitation accompagnée, enfin voilà, tout ce dont on va parler aujourd'hui. Et l'idée, c'est que la semaine prochaine, on va défendre notre dossier auprès de la Banque des territoires et du ministère de la Culture pour avoir des financements et pour qu'ils nous aident justement à travailler sur ces questions-là, sur les bilans d'opérations, pour essayer de travailler à coût et à temps constant. C'est pas de reproduire la cité des électriciens, même si c'est un lieu absolument magnifique. Non, c'est parce que j'ai été blessée là-bas. Mais bon, on sait bien que c'est pas reproductible. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de travailler sur quelque chose de reproductible à temps et à coût constant, entre guillemets, on va dire. Voilà. Donc c'est aussi un beau défi qu'on s'est lancé, qui démarre en parallèle, et un beau partenariat, en sachant que ce qui intéresse aussi beaucoup nos Parisiens des ministères, c'est la Caisse des dépôts, dont on m'a dit que c'était leur projet chouchou, en fait, voilà, parce que le bassin minier leur paraît vraiment primordial. Eh bien, c'est que derrière ça, il y a les mêmes partenaires qui travaillent sur 20 000, 60 000 logements. Voilà, il y a encore plein de logements à rénover. Et donc, réfléchir ensemble sur les outils, voilà. Sur l'extrapolation. Voilà. Alors, je ne sais pas si Lucie et Nathalie... elles sont en route. Elles sont en route, donc elles ne vont pas tarder. Donc, je propose Margarita Dequina, qu'on n'a pas présentée, qui est la cheville ouvrière de la chaire, et notamment dans la dimension internationale de la chaire, parce qu'actuellement on est en train de créer une association de post-mining avec des universités, des partenaires étrangers qui travaillent sur des territoires miniers ou post-miniers. Et voilà, Margarita s'occupe de tout ça, beaucoup d'énergie. Bonjour à tous, merci d'être venus. Du coup là, je vais présenter la première table ronde. Je vais inviter du coup les participants, les intervenants de cette table ronde intitulée Définition biosourcée en ARA pour prolonger les rénovations écologiques des bailleurs sociaux. Donc, qui sera animé par Martin Fessa, donc Charles, centre de Fiorana, Emmanuel Alchak, Franck
Marc Parlan, Maison et Cité, Laurent Bouly, association en affaires, Marie Flécheux, affaires, voilà. Pamela Leroux, Pourquoi il n'y a pas de... compagnon bâtisseur. Donc les 12 étudiantes au BNSAPL qui ont notamment été là pendant toute la semaine. Et donc on attend aussi les 12 habitantes du quartier de l'association Coran d'Orient qui n'ont pas tardé à arriver. Oui, Voilà. là, Bah, elles sont là. non. Non, ah bah c'est il y en a une. Non. Mais par contre, est-ce que vous pouvez vous déplacer? Parce que je pense qu'on va les mettre à côté. Voilà, lui. Nathalie n'est pas encore là. Nathalie n'est pas encore là. Je vais chercher Nathalie alors. Faut que je m'assoie là, non? Ouais, viens. Non, tu veux pas, Nathalie et toi, vous mettez à côté? Bah, super. Ça marche. Je vais reprendre la chaise. Moi, je pense que tu peux faire l'introduction. Faire l'introduction, oui. Ouais. Alors, cette table ronde, dans cette table ronde, on va s'intéresser aux finitions biosourcées en autoréhabilitation accompagnée et comment ces finitions biosourcées en autoréhabilitation accompagnée pourraient prolonger les rénovations écologiques des bailleurs sociaux. Alors, on est parti du constat que les bailleurs sociaux en fait expérimentaient de nombreuses isolations en matériaux biosourcés, notamment des végétaux. Maison et Cité ainsi teste le chaud chambre projeté en bloc avec un certain succès, on peut le dire depuis plusieurs années, Franck pourra nous le dire. À Pécancourt, par exemple, il y a un projet de rénovation d'une cinquantaine de logements en chaud chambre. L'autre bailleur du bassin minier Habitat expérimente des briques de chaux Anna de lin avec un ATEX qui a été déposé. Voilà, donc il y a de nombreuses expérimentations plutôt sur la partie isolante. On pourrait dire que les finitions, donc, que ce soit des enduits, des placos, ou même par exemple les questions des rideaux thermiques sont moins débattues et expérimentées. La plaque de plâtre reste assez majoritaire. On peut donc se demander si on perd pas ainsi une partie des qualités hydrothermiques, d'ambiance des isolants biosourcés. A l'inverse, on pourrait dire que les finitions biosourcées, par exemple les enduits pourraient participer à améliorer la qualité de l'air en termes d'humidité, de composés organiques volatiles, ou de CO2, et peut-être améliorer le confort ressenti aussi des habitants. Elles pourraient peut-être ainsi constituer un prolongement des qualités des isolants biosourcés. Et elles sont cependant assez nouvelles pour les habitants. Donc ça pose trois questions. D'abord, quelle apparence, quelle esthétique possible comme à l'intérieur des maisons. Quels usages possibles aussi pour les habitants? Est-ce qu'on peut approcher un tableau? Est-ce qu'on peut mettre un meuble devant, etc. Comment est-ce qu'on fait tout ça? Quel entretien? Et donc, la question subsidiaire, c'est est-ce que l'ARA finalement pourrait permettre d'accompagner les habitants vers ces finitions, d'apprendre à les connaître, à les entretenir et peut-être même à les aimer. Je vais passer au premier tour de questions. Franck McFarlane, vous êtes responsable recherche et expertise chez Maison et Cité. Vous avez notamment coordonné le projet Pic en chambre qui met en œuvre du chaud chambre dans 50 logements, plutôt derrière des plaques de plâtre, c'est d'après ce que j'ai compris. Pour le moment, les expérimentations des bailleurs du bassin minier sont essentiellement concentrées sur les isolants, les finitions sont peut-être moins remises en question, comme je viens de le dire. Et est-ce qu'il y a eu des réflexions chez Maison et Cité sur ces questions de finition en lien peut-être avec les matériaux biosourcés? Alors, à vrai dire, on n'est pas en plaque de plâtre sur ce projet-là, mais disons qu'on a fait plusieurs expérimentations en amont qui nous ont permis de faire un choix. On a fortement réfléchi à quelle finition on pouvait mettre sur le béton de chambre, enfin, devant le béton de chambre. On a testé l'enduit chaud, par exemple, sur 2 logements à Bully-les-Mines, et il s'avère que c'est compliqué pour les habitants. L'inconvénient qu'on a, c'est qu'on a pas mal de locataires qui tournent et qui ont du mal à s'approprier les logements, ou alors qui se les approprient sans prendre en compte ce qui se cache derrière. Donc dans la réflexion qu'on a eue quand on a décidé de partir sur le chaud chambre, enfin, sur le béton de chambre, c'est de trouver un système de finition qui permette de fixer facilement des cadres, des meubles hauts, sans qu'ils se posent trop de questions, sans que ce soit compliqué, sans qu'ils viennent dégrader finalement ce qu'on a fait derrière.
Donc on est parti non pas sur des plaques de plâtre, mais sur du pré-Giroc. Alors c'est un peu un équivalent, c'est plus solide, ça gère mieux l'humidité. Donc on a tenu compte de l'aspect technique, tout en ayant en tête l'usage de l'habitant. Mais je le répète, la difficulté, c'est que si on accompagne l'habitant à l'entrée dans les lieux après les travaux, et que celui-ci part 2-3 ans après, c'est rebelote à chaque remise en location. Et ça, c'est pas évident. Donc oui, on en a tenu compte, mais on n'a pas encore trouvé la meilleure des solutions. Il faudrait... Enfin, la prise en... La réflexion qu'il y a actuellement sur l'énergie et donc sur l'environnement fait évoluer les mentalités. Peut-être qu'à terme, on arriverait à partir sur des finitions qui soient encore plus biosourcées que ça, quoi. Je réponds à la question. Oui, c'est très intéressant. Je vais continuer avec Emmanuel Anzac. Vous êtes professeur à l'université d'Artois, directeur, si j'ai bien compris, du laboratoire de génie civil et de géo-environnement de l'université. Vous êtes thermicien. Moi j'ai pu visiter plusieurs fois vos laboratoires qui ressemblent un peu à une sorte de cuisine expérimentale dans laquelle sont implantés des isolants assez inédits parfois. Et voilà, on se posait la question de comment la question des finitions rentre-t-elle aussi dans vos réflexions quand vous imaginez ces nouveaux isolants. Alors ce qu'on fait au laboratoire, c'est plus de comme vous le dites, de la formulation. Donc, nous à la base on est génie civil, donc on s'intéresse aux performances mécaniques, thermiques, hydrothermiques. Je reviens un peu sur ce que disait Franck juste avant. Donc on essaie de faire que ces matériaux soient performants dans les domaines qu'on connaît. La finition, ça n'arrive pas tout de suite, puisqu'il faut avant s'assurer que au moins ces performances-là puissent être assurées par les matériaux, c'est la problématique de base. Et après, c'est, comme le disait Franck, c'est de quelle façon en fait l'occupant d'un logement va pouvoir s'approprier cette nouvelle technologie, entre guillemets, qui en fait est ancienne. Peut-être que nos ancêtres, entre guillemets, eux, savaient gérer ça, on ne sait plus le faire, mais qu'il faut réapprendre. Et donc pour nous, la problématique, c'est surtout, donc vous l'avez dit, c'est lié au transfert hydrothermique. C'est l'intérêt de mettre des matériaux biosourcés dans un bâtiment, c'est de profiter de ces caractéristiques de pouvoir faire de l'absorption et de la désorption d'humidité, même si ça ne va pas remplacer la VMC, on est bien d'accord. Mais au moins, ça permet de créer un équilibre sain dans le bâtiment. Et il faut faire que les finitions qu'on mettra sur ces matériaux ne viennent pas contrarier ça. Donc l'intérêt, c'est d'ajouter de faire des finitions qui soient aussi biosourcées, qu'elles contribuent à cette régulation naturelle qui est propre aux matériaux biosourcés, et que ça puisse convenir aux occupants des bâtiments. Alors la seule façon de faire, je pense que, pour moi, on ne fait pas ça en labo, c'est de faire des démonstrateurs, parce que c'est la réalité de la vie. La problématique de l'occupation des logements, c'est que chaque occupant a ses propres modes de fonctionnement. Comme disait Franck, ça peut changer tous les ans, tous les 2 ans, tous les 3 ans. Il faut réapprendre aux gens en fait à utiliser leur logement, et ça sera d'autant plus le cas, on l'a vu dans la situation actuelle où on va avoir de plus en plus une problématique de raréfaction des matériaux. Il faudra utiliser des matériaux locaux, donc il faut réapprendre à connaître, mais ce sont des matériaux que nos grands-parents, etc. connaissaient, et qu'il faut reprendre l'habitude d'utiliser et puis de gérer le quotidien de sa maison. Je poursuis le tour. Marie Flécheux, vous êtes architecte spécialisée en terre crue, doctorante Cratère chez vos laboratoires Cratère à Grenoble. Et vous avez écrit notamment un mémoire sur l'autofinition en terre crue, et vous faites désormais une thèse sur la question des biosourcés et de l'autoréhabilitation accompagnée. Dans vos études de cas, comment le recours à l'autoréhabilitation accompagnée ou au chantier participatif et aux matériaux biosourcés modifie-t-il le rôle des bailleurs sociaux? Et aussi peut-être en deuxième question, quels sont les effets sur la qualité des bâtiments rénovés? Deux questions. Du coup, par rapport aux bailleurs, moi, ce qui ressort des entretiens que je peux faire avec des bailleurs sociaux, c'est souvent qu'ils ont toujours le même rôle, en tout cas qui est de la commande vraiment des opérations qu'ils mènent et leur financement.
pour produire du logement pour des populations qui sont précaires en France. Et surtout, ce qui ressort le plus, c'est que la question du programme, de la rédaction du programme, elle est essentielle. La question du programme et aussi des appels d'offres auprès des entreprises qui sont ciblées sur ces matériaux et ces techniques-là. Donc il y a vraiment un engagement du bailleur vis-à-vis de ça dans les appels à projets. Il faut que l'intention elle vienne en première vue, à première vue de eux. Et ensuite il y a un duo qui se crée avec l'architecte et ensuite les autres acteurs du projet qui sont souvent des acteurs très en lien avec le territoire qui se crée et qui est essentiel. Ensuite j'avais envie de vous dire aussi que la question de la prise de risque elle est très très forte dans les chargés d'opération que j'ai pu en tout cas interviewer. Ils s'engagent vraiment fort avec l'équipe de maîtrise d'œuvre et aussi auprès des habitants pour les accompagner dans cette réintroduction des matériaux bio et géosourcés des projets. Et puis ils ont vraiment aussi toute une partie de développement de démonstrateurs pour faire de la recherche et développement et ensuite généraliser leurs actions. Donc il y a vraiment une mission de recherche et développement qui se crée au sein des bailleurs sociaux. Ensuite, il y a aussi la question de l'évolution de leur gouvernance qui peut être interne ou externe, qui est quand même très importante. Et en fait, du fait de créer des paliers avec les habitants et de travailler avec eux, ça re-questionne aussi leur gouvernance en interne. Ils doivent créer des transversalités entre les services pour pouvoir faire communiquer les questions, en tout cas de réalisation des opérations et de gestion qu'on vient de parler en fait avec la question du fait de rotation des habitants et du coup de formation des habitants vis-à-vis de ces matériaux-là. Donc les chargés de quartier et de secteur sont très impliqués dans ces projets en général. Et sinon sur la question, j'ai encore plein de choses à dire mais je pense que je vais m'arrêter là déjà, ça en fait déjà quelques-uns. Et sinon sur la question de la qualité des logements, en fait je dirais que dans la réhabilitation ce qui ressort vraiment c'est que la question du diagnostic du territoire et du diagnostic du bâti est essentielle pour créer de la cohérence en tout cas entre la participation des habitants et la question des matériaux bio et géosourcés. Ça permet de tisser des liens et de créer une économie circulaire autour des projets qui intègrent les ressources locales qui sont humaines et des matériaux vivants en tout cas dans les projets. Et ça, voilà, ça crée cet écosystème et de bien vivre qu'on peut retrouver dans les questions d'ambiance, qu'on ressent quand on fait l'expérimentation des projets dans les démonstrateurs notamment, qui sont témoignages de ça pour les habitants et pour les bailleurs sociaux quand on fait des expérimentations qu'on a pu faire cette semaine. Je vais rebondir vers Charles Cintre. Vous êtes adviseur terre chez Toerana, à la coopérative Toerana dans la Baignoire. Alors la question c'était quelles sont les difficultés que rencontrent les habitants sur les chantiers par rapport à la mise en œuvre des embûches, que vous faites beaucoup de chantiers participatifs notamment, ou avec des processus participatifs. Et une suite de questions, en profite-t-il peut-être pour élaborer des décors particuliers? Et est-ce qu'au cours des chantiers, en travaillant avec les habitants, est-ce qu'il y a des questions d'usage, par exemple, je ne sais pas comment accrocher des meubles, comment accrocher un tableau, comment entretenir les enduits, etc., qui émergent pendant que vous faites les chantiers avec les habitants? D'accord, donc des difficultés, déjà à la base on travaille avec souvent des gens qui n'ont jamais fait d'enduit. Le but justement de notre intervention c'est de leur apprendre à le faire. Est-ce que vous parlez un peu plus fort? Pardon. Ouais, donc je disais, pas de micro. la plupart des gens avec qui on travaille, donc on travaille avec les gens sur leur propre maison généralement, et ils ont bien souvent pas d'expérience de l'enduit, donc nous on va être là pour leur apprendre, et ça demande d'un jet, ça demande d'acquérir un petit peu des choses, mais ça peut venir relativement facilement, et surtout le matériau terre, de par sa réversibilité et le fait qu'il y ait du temps pour le travailler par rapport à de la chaux, du ciment ou du plâtre, permet de... Voilà, c'est plus facile, on va dire. Ce qu'ils
en profitent pour faire au niveau esthétique des décors, des choses comme ça. On a eu le cas sur certains chantiers, c'est pas la majorité des gens. Les gens restent souvent avec des choses assez simples. C'est vrai que, et même au niveau des couleurs et tout ça, beaucoup de gens qui veulent du blanc. Et en fait, quand on fait l'enduit de corps, la première couche, on la fait marron parce qu'on prend le truc de base. Souvent, les gens se trouvent, ah ouais, en fait, c'est bien marron. Mais finalement, on finit quand même sur du blanc. Mais en fait, c'est aussi toute cette histoire d'essayer d'imaginer qu'avec une autre couleur que du blanc, ça va être trop sombre, ça va être ceci, ou on va avoir du mal à aménager. Donc, voilà. Après, sur le choix aussi de l'esthétique, on a aussi bien des gens qui vont vouloir utiliser le fait de faire des enduits pour faire des ébrasements de fenêtres et tout arrondis, pour être dans des trucs assez doux, assez voilà, mais qui vont être un peu plus atypiques, on va dire. Et on a aussi beaucoup de clients qui recherchent quelque chose de beaucoup plus moderne. Et là, on a souvent plutôt des ébrasements en bois et des enduits qui vont être droits, voilà, avec une esthétique qui va être complètement différente et beaucoup plus moderne. Donc les enduits permettent d'aller dans beaucoup de choses. Et effectivement, on a eu quelques clients qui ont fait des petites décos sur leurs enduits. On a un client qui avait ramassé sur son terrain des morceaux de poterie, des morceaux de tout ce qu'il avait pu glaner sur son terrain. Et puis il a fait des petits dessins comme ça au mur en incrustant les trucs. On a d'autres clients qui ont projeté au mur un truc qui représentait un arbre et qui fait pareil avec 2-3 incrustations et puis du grattage pour mettre le truc. Mais ça reste assez marginal, la plupart des gens restent très classiques. Oui. Et sur les questions d'entretien, je trouve que c'est quelque chose qui revient assez souvent, enfin d'entretien et d'installation, d'appropriation, on pourrait dire, des murs. C'est quelque chose qui revient assez souvent. Ouais, alors sur des peintures, des choses comme ça, c'est vrai qu'il faut rester sur une peinture qui soit ouverte à la migration de la vapeur d'eau, à la capillarité des matériaux et tout. Il faut rester de l'isolant jusqu'à l'enduit, jusqu'à la peinture, si on met un acrylique là-dessus. Voilà. Mais ça permet aussi, quand on n'a pas choisi la bonne couleur, on peut remettre une couleur. C'est pas définitif. On peut faire une peinture, un badigeon, à la chaux, à l'argile, à la caséine. Il y a plein de solutions. Et après, sur l'entretien, nous, ce qu'on essaie d'expliquer souvent, c'est que l'enduitière, il est peut-être un petit peu plus fragile, il est un peu plus sensible à l'abrasion. Donc on le frotte, il va plus facilement s'abîmer qu'un enduit à la chaux, par exemple. Mais par contre, un enduit à la chaux, quand il est abîmé, pour le reprendre, c'est galère, c'est impossible. Alors qu'un enduitière, comme il est réversible, en fait, un enduitière, si on le remouille, ça redevient de l'enduit et on peut le remettre sur le mur. Il n'y a pas de prise chimique. Et donc, du coup, réparer une partie d'enduit qui est abîmée, c'est beaucoup plus facile. Et ça, quand on a fait un chantier avec les clients, on leur explique un petit peu quand on fait le chantier, et ils sont capables de faire une petite reprise, un truc s'il y a aussi besoin. Je posais un peu la même question à Pamela, Pamela Lerust. Pamela Lerust, vous êtes... Il faudra apprendre à parler un peu fort quand on aura pris des prothèses. Vous êtes animatrice habitat chez les Compagnons Bâtisseurs. Est-ce que le fait que voilà, les gens fassent les choses par eux-mêmes, est-ce qu'il y a une plus grande recherche esthétique, ornementale? Et la deuxième question, ce serait quels seraient les freins, selon vous, à l'usage des biosourcés chez les habitants? Et une troisième question, je suis désolé. Constatons avec l'autohabitation accompagnée une meilleure appropriation et entretien du logement par les habitants. Ok, donc pour la première question, donc, sur le fait qu'il pourrait y avoir une plus grande recherche esthétique, ça dépend vraiment en fait du public. On intervient sur différents types en fait
chez différentes personnes avec des profils différents. On peut intervenir chez des locataires qui sont en place depuis très longtemps dans un logement, qui ont un peu à un moment perdu le fil de l'entretien du logement, de la réappropriation, etc. Donc on va les aider en fait au bout de une dizaine d'années à se réapproprier leur logement. Et donc là, on va être surtout sur redonner du pouvoir d'agir en fait à ces personnes-là. On va les accompagner dans la réappropriation de leur logement. Et il y a un gros travail effectivement en amont sur le choix des couleurs, sur un potentiel réaménagement de la maison. Donc on va avoir un travail un peu plus lourd. Puis après, on va avoir des personnes qui viennent d'entrer dans le logement. Et donc, en lien avec le bailleur et avec les chargés de proximité, se disent bon bah tiens, voilà, j'ai un nouveau logement, bon la couleur me plaît pas trop, j'aimerais bien pouvoir me réapproprier avec des couleurs qui me plaisent. Et donc effectivement là, le travail d'accompagnement, j'ai envie de dire, se fait cool dans le sens où la personne a déjà des idées assez précises. Nous, on lui propose un nuancier. On lui propose différentes possibilités d'appropriation en fait, des pièces sur lesquelles on va intervenir. Donc en fait, j'ai envie de dire, ça dépend vraiment des personnes qu'on peut accompagner et en règle générale, on va beaucoup, comme nous, on travaille vraiment sur la finition et donc en fait sur l'appropriation. Donc on va reprendre des murs avec des enduits traditionnels et on va retravailler la couleur. Donc en fait, j'ai envie de dire, la recherche esthétique va vraiment passer par la couleur. Nous vraiment, pour répondre à la question simplement, on va plutôt partir là-dessus et de temps en temps aussi sur certaines opérations, je pense notamment à Fresnes, où on intervient encore jusqu'à la fin de l'année. On a même eu des recherches avec des formes géométriques sur les murs, donc on a pu aller un peu plus loin en fait dans l'appropriation. Et donc oui, en fait, effectivement, ça peut amener dans une partie de nos accompagnements à une recherche un peu plus poussée sur la réflexion ornementale et sur la réflexion esthétique. Puis alors après, il y a les grosses déceptions, parce que la couleur ne rendra, en fonction du support, etc., la couleur ne rend pas forcément la même chose que sur le nuancier. Et donc là, du coup, on se rend compte aussi que on doit leur expliquer que oui, la couleur, en fonction du type de support, rendra pas la même chose. On n'aura pas forcément le même résultat que sur le nuancier. Et donc dans ces cas-là, en général, on fait une reprise avec nos bénéficiaires et puis on se réoriente et ça leur permet aussi de se rendre compte aussi de revenir un peu sur leur choix. Mais en fait, clairement, la base, c'est vraiment le pouvoir d'agir et le pouvoir en fait de redevenir un peu, de maîtriser en fait son environnement intérieur et c'est ça qui est intéressant vraiment nous dans nos chantiers avec nos bénéficiaires, c'est que on leur redonne, en fait on transmet un savoir, on transmet un savoir-faire, on fait avec, on fait pas pour, on fait avec et ils redeviennent acteurs en fait de leur logement. Et du coup j'ai envie de dire, je vais répondre tout de suite à la troisième question et on reviendra sur le frein après. Et sur la troisième question qui est l'appropriation, effectivement, du coup, en fait, le fait de redonner du pouvoir d'agir et de pouvoir en fait se réapproprier son logement, finalement, d'être dans cette démarche-là, et ça permet. En règle générale, on ne va pas parler à 100% des cas, bien sûr, mais en règle générale, du coup, il y a une. Voilà, en fait, les personnes se réapproprient leur logement et j'ai envie de dire, au-delà du logement, en fait, on se rend compte qu'ils se réapproprient leur vie parce que souvent, en fait, on parle de l'intérieur de l'habitat, l'habiter, et en fait, reprendre du pouvoir d'agir sur leur habitat, leur redonner de la... Quelque part, c'est une certaine, parfois pour certaines personnes, de la dignité aussi, parce que les logements
ont pu beaucoup se dégrader au fur et à mesure des années. Et donc en fait, redonner un souffle et leur redonner du souffle dans leur logement, en fait on se rend compte en discutant avec les collègues sur les différentes opérations sur lesquelles on travaille, qu'en fait ça leur redonne aussi un nouveau souffle dans leur vie, au-delà en fait de l'habitat. Et donc oui, en fait tout ça est lié et en fait effectivement le redonner du pouvoir d'agir, ça donne, ça leur permet de se réapproprier les lieux sur le long terme, parce qu'en plus on transmet un savoir-faire et on n'agit que sur une ou deux pièces du logement, donc ça va leur permettre aussi quelque part de poursuivre en fait la démarche en autonomie avec les savoir-faire acquis et de pouvoir pérenniser en fait ce qui a été fait sur le chantier sur une ou deux pièces. Donc ça c'est vrai que c'est vraiment intéressant. C'est pas forcément dans 100% des cas, mais en tout cas on est quand même sur une bonne part. Après les freins sur le biosourcé, j'ai envie de dire, nous aujourd'hui on intervient énormément, en tout cas en grande majorité, sur des logements alors qui ont été rénovés mais pas forcément en éco-rénovation, ou sur des logements qui n'ont pas forcément encore connu la rénovation, etc. Donc c'est vrai que nous en fait le biosourcé, on l'a testé à un moment avec des peintures, mais c'était il y a un moment, et donc à l'époque, justement, ce qui ne fonctionnait pas, c'est qu'on travaillait avec des peintures à base d'algues et à l'époque, il n'y avait pas un nuancier aussi important qu'aujourd'hui, notamment sur les peintures biosourcées. Et donc, en fait, les habitants qui ont libre choix du choix de leur peinture, en fait, avaient tiqué un peu parce que finalement, sur les colorants naturels, à l'époque, je dis bien, en fait, il y avait un choix très réduit de couleurs. Et donc, quand on parlait de la couleur dans l'ornementation, voilà, c'était c'était important pour eux. Et donc, en fait, c'était un non-sens d'avoir une peinture finalement biosourcée à base d'algues, parce que nous, c'est comme ça qu'on travaillait à l'époque, avec des colorants chimiques à l'intérieur. En fait, c'était un non-sens. Donc, du coup, on a un peu lâché ça, parce que nous, la priorité, c'était vraiment le choix de l'habitant qui était primordial. Donc voilà. On aura l'occasion de revenir sur les freins dans le débat, je pense, dans la suite. On va finir le tour de table. Laurent Bouillet, vous coordonnez l'association Enerter qui met en place en Normandie des dispositifs d'entraide et d'accompagnement pour aider les particuliers à rénover leur logement dans un cadre rural. Et la région normande, pardon. Ouais, je viens de la Normandie. La région normande soutient les démarches d'autoréhabilitation accompagnées. Pour les autres acteurs, donc je sais pas, les institutions, les propriétaires, les bailleurs, quels sont peut-être les freins techniques à ces démarches qui existent? Pour prolonger ce que disait Pamela juste avant. Oui, alors du coup, je vais vraiment mettre l'accent sur l'autoréhabilitation accompagnée. Donc les freins que peuvent rencontrer les acteurs, donc si on parle de l'habitant, parce que c'est le premier acteur. Après, je vais vous parler de ce que je connais particulièrement. Comme tu l'as dit, on intervient sur un secteur diffus, nous, rural. On travaille peu avec des bailleurs, mais j'entends les revendications ou les attentes des bailleurs dans la gestion de leur parc. Nous, on travaille chez les propriétaires occupants, dans de l'habitat rural, souvent traditionnel. Nous, avec l'association Enerter, on n'intervient qu'avec du biosourcé. On n'utilise pas d'autres matériaux. Local, le plus souvent. Et on est sur de l'autoréhabilitation accompagnée, où la plupart du temps, il y a des bénévoles qui viennent participer sur les chantiers. Donc on n'est pas simplement sur un modèle avec un habitant, un artisan. On est sur un modèle avec un habitant, un artisan, une personne compétente et un groupe de bénévoles. Dans ce contexte, parce qu'en fait, il y a plusieurs manières de faire de l'art. Voilà, on en pourra en parler. Dans ce contexte-là, en tout cas, les freins que peut rencontrer un habitant, c'est dans un premier temps la disponibilité, pouvoir participer aux travaux, que ça puisse se caler avec les disponibilités aussi de l'artisan. C'est pas toujours évident. Parfois, l'artisan va dire il y a des préparations à faire en amont, il faut que la personne puisse se mobiliser et puis les faire, parce que l'artisan, s'il arrive et que c'est pas fait, le chantier ne se fera pas. Donc, il y a ce côté un peu technique aussi, être en capacité de.
il y a une difficulté qui va se rencontrer aussi dans l'accueil chez soi. On ouvre sa maison, on ouvre son intimité. Donc c'est pas toujours évident pour un habitant. Au départ, ça paraît forcément évident, on dit ouais, ça va être super, et puis en fait, plus le chantier arrive, plus il y a une montée en stress quelque part de l'habitant qui va accueillir chez lui des personnes qu'il ne connaît pas forcément, ouvrir ces espaces. Donc c'est toujours un peu difficile à appréhender. Donc nous, tout le temps, on propose à l'habitant, avant de venir participer à un chantier en tant que bénévole, pour qu'il découvre et qu'il s'imprègne un petit peu de la manière dont se passe un chantier, pour pas que ce soit vécu comme quelque chose d'oppressant, parce qu'il y a quand même quelque chose d'un peu stressant. Donc au niveau de l'habitant, il y a toutes ces choses-là qui sont un peu complexes à appréhender. Après, il va y avoir l'artisan, c'est une manière de faire qui n'est pas habituelle, donc on a des artisans qui sont très motivés par ça, qui ne font que de l'autoréhabilitation accompagnée, mais aujourd'hui, c'est pas les rues. Ça fait partie des difficultés que vont rencontrer les acteurs sur les territoires, c'est-à-dire que c'est super, on va faire de l'autoréhabilitation accompagnée, mais qui va accompagner les chantiers? On va trouver peut-être un menuiseur, un charpentier, mais si on a une grande demande, on va avoir des difficultés à répondre à cette demande, parce que les artisans qui ont l'habitude de travailler avec leurs méthodes, seuls, etc., quand on va leur dire là on voudrait faire de l'autoréa, ils ne sont pas forcément prêts à le faire, d'autant qu'il y a des interrogations d'un point de vue administratif, assurantiel, etc., responsabilité. Donc forcément, c'est des questions qui se posent. Après, pour les collectivités, les institutions, les institutions aujourd'hui, on va dire que si on prend l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, elle intègre l'autoréhabilitation dans ses possibilités de financement. Donc ça, c'est des choses qui sont... Il y a une ouverture en tout cas. Quand on descend au niveau local, effectivement, nous, la région en Normandie a une écoute particulière, mais on est quand même sur des pratiques qui sont inhabituelles. Quand on aborde ça avec une PCI sur un territoire, on aimerait développer de l'autoréhabilitation, on leur propose ce mode d'intervention. Déjà, il faut expliquer, parce qu'on n'a pas l'habitude, et il faut rassurer, parce que, attendez, on aimerait avoir des expériences, donc c'est important qu'il y ait des exemples positifs. Donc il faut faire très attention à la manière dont on va réaliser l'autoréhabilitation accompagnée. On n'est pas là pour faire... c'est quelque chose de pro, l'autoréhabilitation accompagnée. Voilà, donc dans notre manière de voir en tout cas les choses, on est là pour réaliser les choses, que ce soit bien réalisé. Et en général, c'est très bien réalisé parce que les habitants s'appliquent. Ils sont chez eux et ils ont envie que ce soit bien fait. Pour répondre un petit peu après aux attentes au niveau esthétique, et effectivement, c'est l'opportunité parfois de dire « Ah, on va faire un petit quelque chose », une envie, et on peut, avec l'artisan, s'il s'en sent capable, si c'est pas un trop gros défi, réfléchir à quelque chose, c'est des choses qui se présentent sur nos chantiers en fait, régulièrement, sur les enduits. Et je vais reboucler avec la thématique d'aujourd'hui, les enduits, c'est quelque chose qui se prête particulièrement bien, en tout cas la finition, à l'autoréhabilitation accompagnée. Nous, on a travaillé avec les artisans, vous avez présenté le projet avec du chaud-chambre tout à l'heure. Nous, on met en œuvre beaucoup sur nos territoires du terre-chambre aussi, donc des techniques un petit peu de correction thermique avec des bétons de terre, des bétons de chaux. C'est assez technique, donc ça se met en œuvre dans le cadre d'autoréhabilitation accompagnée, on le fait, mais la réflexion avec les artisans a été aussi de dire, vous, en tant que vous avez la compétence pour faire du projeté par exemple, des choses comme ça va plus vite, mais... on va faire un autoréhabilitation, ça. Non, mais par contre, la finition, ça prend du temps aussi. Et c'est quelque chose qui, derrière, peut être réalisé par les habitants. Et laisse une certaine liberté aussi à l'habitant pour pouvoir s'exprimer et s'approprier son logement, c'est ce que tu disais. Donc, est-ce qu'il faut faire... On en a discuté aussi avec l'architecte qui est sur le territoire, là. L'autoréhabilitation accompagnée, et tu le précisais aussi, on ne peut pas non plus forcément tout faire en autoréhabilitation accompagnée.
Est-ce qu'il faut faire l'ensemble du logement en finition, en autoréhabilitation accompagnée, avec une finition de matériaux biosourcés? Je comprends les contraintes des bailleurs qui se disent, bon bah nous quand même, s'il faut tout refaire à chaque fois c'est compliqué, mais est-ce qu'il ne peut pas y avoir des espaces où l'habitant puisse s'exprimer? Nous par exemple, on ne va pas au-delà de 2 semaines en chantier d'autoréhabilitation accompagnée, parce qu'on est sur un système où on échange. On vient travailler chez vous, vous allez retravailler chez les autres le temps qu'on a passé chez vous, c'est un échange, une comptabilité de temps. Donc on ne va pas faire des chantiers trop longs parce que sinon personne n'arrive à rendre le temps. Et en même temps, on ne peut pas non plus passer tout notre temps chez la même personne. Sur cette question-là, je t'interromps 2 secondes parce qu'en fait, le temps passe aussi. Ouais, j'imagine, je peux parler longtemps. J'avais une question à Lucie, justement sur cette question-là. Donc Lucie qui représente l'association des Corons d'Orient. Est-ce que les habitants aujourd'hui font déjà des travaux chez eux? Moi-même. Et avec quel type de matériaux? C'est des matériaux que vous achetez ouais. Plutôt dans je sais pas, dans les grandes surfaces, genre Berlin. D'accord. Et donc on a parlé tout à l'heure de la question de la couleur. Est-ce que pour vous la couleur c'est vraiment est-ce que c'est une question très importante à l'intérieur? Ouais, c'est ce qui compte, c'est tout ce qui est foncé, c'est tout ce qui je parle plus fort, c'est ça. Tout ce qui est foncé, c'est rédhibitoire. D'accord. Ça n'amène pas du tout de lumière, c'est pas du tout lumière. Même ma voisine qui est largement plus vieille que moi, chez elle, tout est clair. Il n'y a rien de foncé. Ouais. Dans les cités minières, il y a ce problème peut-être de la lumière qui apparaît assez. Si on termine le tour de table avec Marine Picot et Andy Mo, qui sont donc étudiantes et qui ont passé la semaine avec nous là, sur l'atelier. Vous avez travaillé pendant toute la semaine avec la Terre et je sais pas, qu'est-ce que vous en avez pensé? Qu'est-ce que selon vous ça pourrait permettre de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce que ce matériau peut permettre en termes de finition? Est-ce que c'est toujours marrant? Déjà, c'était assez intéressant de voir la Terre d'ici et la couleur et sa matérialité. Et c'était aussi intéressant de voir toutes les terres qu'on a pu expérimenter et qui avaient des couleurs très différentes, donc des terres rouges, des terres jaunes, des terres vertes. Et ensuite de nous expérimenter comment les colorer avec des ajouts de craie, de schiste et d'autres choses. Et comment tout ça, ça a influencé aussi toute la texture. Parce que personnellement, la texture, ça m'intéresse énormément. Et comment on peut la rendre plus granuleuse, plus lisse, etc. Et qu'est-ce que ça rend finalement comme esthétique. Et du coup, c'était très intéressant aussi de voir... parce que finalement, on a l'habitude du mur très plat avec des couleurs assez uniformes en général, et c'était intéressant de voir comment on pouvait faire ressortir des reliefs, ressortir des textures, et puis finalement jouer avec les couleurs pour faire des choses qui étaient peut-être un peu inhabituelles, parce qu'on était poussé à justement tenter à faire des choses, à travailler avec toutes les possibilités de la Terre, mais qui finalement, personnellement, ça m'intéresse si un jour j'ai l'occasion de faire... de développer une esthétique comme ça chez moi ou avec des clients parce que on n'a pas toujours l'occasion et finalement c'est quelque chose qui m'intéresse pour le futur en tout cas. Même il y a pour le temps pour les habitants, c'est qu'avec juste cette terre, cette base de terre et juste cette même base de terre, on a tous fait des rendus complètement différents, avec des textures ou des couleurs différentes aussi. Et en fait, ça peut justement plaire à tous selon leur goût. Et c'est vrai que c'est assez intéressant comme expérimentation. Je vais rebondir là-dessus. Peut-être que, comme on a pris un peu plus de temps que prévu pour le tour de table, on peut directement faire des questions dans le public et lancer, faire un débat et en même temps avoir des questions du public. Les 10h30. Les 10h30, vous avez le temps. Ok. On surveille le temps. Ouais, très bien. Alors, les questions du public vont attendre 5 minutes. Non, si vous voulez réagir vraiment à ce que disent les intervenants et tout, mais je pense que ça ne pas. Moi, j'avais une première question. En fait, j'aimerais bien qu'on revienne sur un peu sur ce nouveau rôle que pourrait avoir le bailleur social sur ces questions de finition et d'entretien, etc. On est dans les cités minières, il y a longtemps eu des coopératives en fait, qui fournissaient notamment aux mineurs et aux familles de mineurs de l'époque des matériaux, des rouleaux de papier peint, qui vraiment étaient au cœur des cités et qui fournissaient de nombreuses choses aux habitants. Et on pourrait se demander aujourd'hui si finalement les bailleurs sociaux pourraient
presque devenir aussi fournisseur de matériaux pour, je sais pas, c'est une question un peu en l'air, pour voilà, que les habitants... Tu vas appeler à... Non, pas forcément. Cette question de la compatibilité en fait entre les matériaux est si importante, peut-être qu'à un moment il faut que... Ouais, non, c'est une bonne remarque, une bonne question. Le point principal, enfin la première chose qui me vient en tête, c'est le côté technique et le côté assurantiel qu'il y a derrière. Donc forcément, si on veut partir dans cette direction, il faudra taper sur des sujets qui sont purement esthétiques et qui n'entrent pas dans le volet de la thermique. Donc finalement, nous, on s'interroge souvent sur la manière dont vont s'approprier les logements les locataires, c'est-à-dire si on met en œuvre des matériaux biosourcés qu'il faut, pour lesquels il faut respecter une certaine respirabilité, s'ils mettent une peinture, on le disait tout à l'heure, acrylique ou n'importe quoi, quelque chose qui va boucher les pores, on a tout perdu et on aura du mal à revenir derrière. S'ils décident de mettre un papier peint qui ne convient pas, même chose. Donc finalement, si on vient à leur proposer les bonnes gammes de matériaux pour faire ces finitions, ouais, ça peut peut-être être une solution, mais ça n'ira à mon avis pas beaucoup plus loin que du pur esthétique. Maintenant, pour juste, j'en profite que j'ai la parole, pour rebondir sur l'espace de liberté qu'on peut leur laisser, faut pas oublier que nous, ce qu'on fait quand on réhabilite, il y a un objectif de pérennité du patrimoine et de confort pour l'habitant et de confort économique. On peut très bien laisser cet espace de liberté sur les cloisons intérieures. Nous, on va traiter l'enveloppe, on va traiter le bâti, on va isoler les parois qui viennent sur l'extérieur. Tout ce qui est parois entre deux logements ou les parois intérieures, on pourrait laisser une marge de liberté. La difficulté, ça va être de bien faire comprendre la différence entre les différences de traitement. C'est-à-dire, attention, celui-là, tu n'as pas le droit d'y toucher, celui-là, tu peux faire ce que tu veux. Et ça veut dire le faire à chaque rotation de locataire. La complexité est là, c'est le côté industriel, le côté massifié. On gère 64 000 logements. Là, on parle de travail en dentelle. La dentelle, à cette échelle-là, c'est très compliqué. Oui, mais surtout s'il y a effectivement un besoin de formation d'accompagnateur. Ouais. Marie voulait dire quelque chose, quoi. Moi, je voulais simplement dire que je crois que les bailleurs ont beaucoup de missions déjà. Ouais. Je voulais simplement rappeler ça. Les bailleurs sociaux ont déjà beaucoup de missions. C'est vraiment intense, quoi, tout ce que vous avez à faire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont déjà à faire. Et surtout, du côté de la filière matériaux bio et géosourcés et de la filière terre, il y a des professionnels qui sont vraiment experts de ces matériaux-là et qui sont là pour travailler avec les bailleurs sociaux. Et en tout cas, il y a des fabricants de matériaux et il y a des acteurs clés, comme l'a dit Laurent tout à l'heure. En fait, moi, quand je fais des cartes d'acteurs de ces systèmes d'acteurs qui se créent autour des projets avec des bailleurs sociaux, etc., il y a des acteurs clés qui sont à l'interface et qui créent le lien, comme le fait NRTR par exemple, et qui permet de gérer la question des professionnels experts d'une filière avec des professionnels experts du logement social. Et en fait, c'est vraiment des acteurs qui sont évidents dans les systèmes d'acteurs que j'observe et je pense que ça crée des interfaces qui sont de nouveaux acteurs. Il ne faut pas en fait se dire faut qu'on arrive à tout faire, quoi. Je pense qu'il faut surtout travailler et collaborer ensemble. En fait. La difficulté après, c'est, je le répète, la question d'échelle. Dans toutes les choses qu'on a à faire, on a trouvé une entreprise pour faire le béton de chanvre sur les 50 logements. C'est une très petite entreprise, ils sont 3 ou 4. Dès lors qu'on va vouloir massifier, on va avoir beaucoup de mal à continuer là-dessus. Et c'est ça, c'est que l'accompagnement, c'est la même chose. Une filière complète. Je pense que les filières sont en train de se développer et c'est vrai que d'ailleurs dans les entretiens que j'ai avec les bailleurs sociaux sur la question des matériaux, notamment la question des matériaux bio et géosourcés, il y a une vraie carence en termes d'entreprise en fait, pour répondre aux appels à projets et c'est clair que la question du développement de la filière est centrale en ce moment, on est en plein dedans, mais en fait je pense que il faut qu'il y ait des appels à projets pour que la filière se développe aussi et que je pense qu'on n'est pas dans l'équilibre actuellement, effectivement, il n'y a pas assez d'entreprises, mais ça viendra, quoi. En 30 secondes, c'est justement le travail qu'on a décidé d'entreprendre, nous, avec le CD2E, vous connaissez peut-être, le CD2E, c'est qu'on s'est bien rendu compte de toutes ces problématiques-là, qu'on n'était pas capable d'aller plus loin que quelques logements par-ci par-là. Donc on est parti sur la volonté de créer avec eux une filière régionale de béton de chanvre, en allant de l'agriculteur jusqu'à l'habitant, pour que les entreprises se forment, pour que la production soit locale, pour que les finitions soient bien faites, et même la mise en œuvre du béton de chanvre, et que le locataire puisse se l'approprier. Donc cette notion de filière, on l'avait bien en tête, et on essaye de la travailler. C'est pas notre rôle à la base,
mais on se dit que si on n'y contribue pas, on n'y arrivera pas. Des questions de Raphaël. Ouais. Oui, parce que là on part sur la table ronde suivante, sur les questions d'enjeux économiques et réglementaires que je pourrais animer. Et donc, pour revenir sur l'aspect, du coup, pour rester sur le sujet, là, autour du coup, ce qui était dit tout à l'heure, qui était très intéressant, c'est que là, on n'est pas sur des propriétaires occupants, on est sur des locataires occupants, des occupants locataires. Et donc, on est sur une notion de réappropriation de l'acte d'habiter par des locataires. Donc là, la question, ça va être plutôt, ce qui est déjà un peu ressorti, c'est comment le bailleur peut donner plus de place aux locataires, parce que très souvent, même on va à l'état des lieux d'entrée et de sortie, un trou de punaise c'est déjà un problème. Non mais on n'en est pas là, j'exagère un peu. C'est ça. Donc on dit bon, on peut même pas leur permettre de faire ça. Du coup là on est sur la question de voir l'enveloppe ou de voir les cloisons. Du coup la question c'est comment est-ce que le bailleur peut-être, en tout cas peut profiter de ces moments d'auto-réhabilitation pour en faire de la maîtrise d'usage et pour éviter des turnovers, pour éviter de se retrouver à avoir des bâtiments complètement dégradés et devoir les rénover au lieu de les réhabiliter. Et du coup, utiliser la réhabilitation accompagnée comme un levier pour éviter de passer par des rénovations lourdes. Et du coup, je me dis, est-ce qu'il y a un moyen d'avancer vers ça ou pas? En 30 secondes? Pardon, ouais. Tu réponds en 30 secondes ou pas? Ouais, voilà. J'aurais d'autres questions après. La difficulté, c'est ça, mais je vais parler d'une expérience ancienne quand on parlait juste des logements BBC en neuf, etc. On avait fait de l'accompagnement des habitants, on entrait dans les lieux et on leur expliquait ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. On était vraiment dans quelque chose de relativement fin. Et on avait beau leur expliquer, il y a des locataires qui nous jouaient le jeu et il y en a qui disent oui, et vous repassez 2 semaines après et ils ont tout flingué. Donc la difficulté pour nous, c'est celle-là, c'est de gérer l'humain. Et oui, on pourrait très bien imaginer à l'entrée des lieux de leur expliquer ce qu'il faut faire, d'être dans quelque chose de plus fin, je le répète. On n'a aucune certitude que derrière ils vont le faire et que le temps qu'on a investi a une certaine... Par rapport à cette question-là, justement, en fait, je pense que les idées de Lara, c'est qu'effectivement, ce sont des habitants qui sont volontaires. Moi, j'avais envie de demander à Lucie, c'est si par exemple, il y a un artisan, Charles par exemple, qui vient demain et qui sait faire des ambulaires. Est-ce que ce serait quelque chose qui pourrait t'intéresser de faire ce travail à l'intérieur du logement avec un artisan? De le faire moi? De le faire, ouais, pour apprendre à le faire aussi. Et puis, après, je peux si on prend l'exemple très concret, voilà. Ouais, bon, après, il suffit d'apprendre. C'est juste pas nous laisser comme ça patauger. Oui, c'est ça, c'est le but de l'accompagnement, justement. Mais c'est vraiment, je pense qu'il y a vraiment l'idée que les gens soient volontaires et qu'ils ne soient pas là. Je crois que tu as quelque chose à dire par rapport à ça. Quels sont les volontaires? Oui, enfin, ça se rejoint et ça rejoint un peu ce que sur la question de l'explication. Après, est-ce qu'on peut être sûr que ça va être suivi des faits ou pas? Nous, on a fait un peu de... Quand on fait de l'information, de la sensibilisation, les gens répondent oui. Quand on fait avec, voilà, les gens répondent oui. Il y en a 50% qui n'ont pas compris ce qu'on leur a dit. Voilà. Mais on a fait le boulot. Voilà. Et par contre, quand les gens s'impliquent, ils font leur propre maison. Ah oui. Là, je pense que c'est complètement différent. Là, on prend possession et on n'est plus chez quelqu'un quelque part. Et on s'applique et on y fait attention. Donc c'est une autre manière de voir les choses. Vraiment pas, la difficulté, c'est de trouver ceux qui vont bien vouloir faire. Après, ce ne sera pas possible de le faire partout. Voilà, ce sera pas possible. C'est ça. Je ne sais pas s'il y a des questions dans le public. Pamela qui a envie de... revenir un peu sur... on parlait des freins tout à l'heure au biosourcé. Et moi, j'aimerais bien quand même revenir sur un aspect qui n'a peut-être pas forcément été abordé jusqu'ici, mais qui est le coût. Et c'est une réalité. En fait, aujourd'hui, le coût pour mettre en œuvre un matériau biosourcé, que ce soit à travers des compétences particulières d'un artisan ou à travers les matériaux en eux-mêmes. Et donc là, moi, je reviens
sur nous, l'ornementation et donc du coup sur la peinture, en fait c'est un vrai coût. Alors que ce soit pris en charge par le bailleur ou par le locataire, nous on a une vraie réflexion chez les compagnons et en fait on n'est pas d'accord, enfin je préfère le dire comme ça au moins, mais c'est justement c'est ça qui est intéressant, c'est le débat. C'est en gros quand on va faire un chantier, on transmet un savoir-faire, on vient avec notre matériel, on vient avec nos matières premières et en fait l'objectif c'est quand même que ce soit reproductible par le locataire et en fait aujourd'hui il y a la question de si on venait avec des matériaux biosourcés ou en tout cas avec une peinture par exemple biosourcée, respirante, etc. En fait aujourd'hui on va quasiment c'est pas quasiment, on est du simple double. Donc en gros ça voudrait dire que on transmet un savoir-faire mais on donnerait pas, en fait ce serait difficile pour le locataire de pouvoir continuer avec des matériaux. Voilà. Ouais, on va parler de ça surtout peut-être dans la deuxième table ronde, je crois. Mais c'est important de répondre que le coût des matériaux, ça ne représente pas non plus. Quand on compare avec le temps. On introduit. Voilà, c'est une bonne introduction. C'est pas grand-chose. Et après, si on veut vraiment préserver, à partir du moment où on utilise du biosourcé, et c'est un enjeu d'utiliser du biosourcé aujourd'hui, on en est tous responsables aujourd'hui. On est tous des habitants aussi. Et oui, ça apporte des contraintes potentiellement financières, mais il y a aussi, plus on va freiner à les utiliser, plus toujours ça va rester au même coup. Hein, c'est toujours pareil. Après, quand on va les utiliser, les coûts vont baisser. Ça, c'est la si vous voulez. Il faut prendre en compte aussi la somme et l'accumulation des contraintes. Pour les bailleurs sociaux que nous sommes, les lois qui sont parues en 2021-2022 nous obligent à réhabiliter une grande partie de notre parc, en tout cas à faire disparaître toutes les étiquettes G d'ici 2028, F 2032 et le E ultérieurement. Bon, ça veut dire aussi que dans le temps restreint qui nous est imparti, puisque ce n'était pas ces termes de loi qui étaient prévus, il y a une accélération qui est obligatoire. Et si au-delà de cette accélération obligatoire, on vient accumuler ces notions de biosourcé, qu'on travaille aujourd'hui pour essayer de développer les filières, mais si cette obligation de biosourcé vient s'accumuler au rythme volontaire des bailleurs de développer des sujets, c'est ce qui se passe aujourd'hui chez nous avec la laine de bois, qu'on a utilisée de façon très importante comme matériau biosourcé, on arrive à la limite de la filière. Et la filière tousse et n'arrive pas à fournir. Si on utilise, on avait réfléchi à un moment donné à travailler avec le métis. Chez Maisons et Cités, le projet c'est 20 000 rénovations en 10 ans. Le métis nous a dit stop, je ne sais pas faire. Non mais le métis sont déjà, voilà. La filière métis vous n'allez pas jeter plus de jeans. Voilà, vous n'allez pas jeter plus de jeans parce qu'on réalise. Donc, et aujourd'hui, ce sujet effectivement volontaire de notre part de travailler sur les biomatériaux peut devenir un frein. Et donc il faut que ça reste des sujets développés avec des filières associées, ça, on en reparlera après, mais que ça ne devienne pas des contre-productifs. Tout à l'heure Franck le disait, sur le développement du béton de chanvre, les entreprises ont du mal à démarrer, à lancer la filière. Et de ce fait, dans les productions, quand nous on veut accélérer, on a pris un rythme, on a pris des choix 50, 100, 150, dès lors qu'on arrive dans ces facteurs multiplicateurs, il reste toujours qu'une entreprise qui fait. Et donc c'est toujours le même sous-traitant qui arrive sur le chantier, et les prix ne diminuent pas, mais ils augmentent. Puisqu'en fait l'entreprise a déjà son cahier de commande, et donc elle n'a plus besoin de négocier le prix, et donc les prix augmentent. Et donc plutôt que de structurer, il faut vraiment qu'on structure la filière pour pousser l'ensemble, et pas se dire on fait du biomatériau parce que demain on en a besoin dans l'équilibre global. Mais c'est réel, c'est vraiment ça, c'est vraiment une structuration de filière nécessaire. Sinon, tous les efforts qu'on voudra faire vont s'éteindre par eux-mêmes. Et c'est comme ça qu'on a travaillé un système de formation sur chantier avec les compagnons du devoir et le CD2E sur le béton de chanvre. Oui. De la même manière que la FIT sur l'étanchéité. Et est-ce que ça, ce serait pas... Je crois qu'il y a une... Oui. Excuse-moi, je ne sais pas si je peux poser une question. Oui, bien sûr, oui. Tu parles un peu fort. Oui, j'entends bien qu'il y a un problème de filière et de développement économique, enfin en tout cas d'équilibre économique, mais il me semble qu'il y a, moi il y a quelque chose qui me paraît criant, c'est pourquoi il y a des locataires, il y a une rotation tous les 3 ans.
c'est qu'il y a un enjeu humain quand même, d'appropriation dans son espace de vie, dans son cadre de vie. Je pense qu'on pourrait faire le test à l'échelle de la salle, qui est sur un rythme de 3 ans de changement d'habitat. J'ai dit 3 ans comme ça. Ouais, non, c'est pas 3 ans. On n'est pas sur 3 ans. Parce qu'il concerne maison aussi. Ah non, mais c'est quand même il y a des locataires c'est un peu long. Que ça fait partie de Sur certains logements, quand ça arrive, c'est compliqué de retrouver. C'est pas la moyenne. Vous l'avez exposé comme un enjeu. Et du coup, c'est un enjeu quand il y a une rotation. Ça veut pas dire que la moyenne est là. Sur le parc global du bailleur Maison et Cité, on est plutôt sur 14 ans, 15 ans de. Donc c'est pas un enjeu. Pas du tout nous ont fait. Non, l'enjeu il est porté sur les résidences où on s'aperçoit qu'on est sur des rotations régulières. Ça veut dire qu'on a un problème d'habitabilité ou de confort de vie. Ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Mais sur le parc global Maison et Cité, on est sur 7%. Donc ça veut dire entre 14 et 15 ans. C'est plutôt des locataires qui restent assez longtemps. Quand on n'est pas en jeu. On a tout, on a des personnes âgées qui sont là, qui ont vécu toute leur vie dans le même logement, et vous avez des personnes qui changent régulièrement, pour pas forcément des raisons d'habitabilité, mais aussi, et juste pour des changements de boulot, des choses comme ça. Donc c'est une moyenne, le 14 ans. Et ça veut dire que pour ceux qui sont sur des rotations rapides, enfin pour les logements qui subissent des rotations rapides, la question technique se pose. C'était ça mon propos, j'ai peut-être pas été clair. D'accord. Pour répondre juste sur les filières, elles existent depuis longtemps. Et c'est dommage, en fait, mais le problème c'est qu'elles ont eu énormément de freins à se développer. Alors, voilà, c'est pas la responsabilité d'ailleurs. Et on arrive aujourd'hui à une situation où on est contraint, sauf que les filières n'ont pas eu le temps de se développer. Donc on va se retrouver... oui et non, moi je prends un exemple, l'exemple de la filière bois, la filière construction bois. Franck en est témoin, ça fait... on travaille la filière bois depuis 15 ans. Depuis des années, on a testé des chantiers de construction bois. Et 9 fois sur 10, on est tombé sur une contre-référence où la structure bois était débordée ou pas structurée. Et donc c'est l'entreprise qui va répondre avec un sous-traitant éventuel Pierre Paul Jacques et qui va se marger sur l'opération. Et on arrive à un prix de référence qui est hors marché. Et donc toutes les volontés, 90% des chantiers qu'on a lancés sur la filière bois se sont soldés par un échec, parce que plus cher qu'une filière traditionnelle. Par rapport à ça, je pense qu'on en parlera à la table suivante, on pourra parler des contrats. Je fais un tour, je reviens à l'heure. La prochaine table de rôle, on va parler des contrats qui sont passés justement par Maison et Cité, notamment peut-être. Moi, je voulais rebondir sur la question de Franck tout à l'heure, qui parlait de quels habitants peut-être seraient... comment trouver les habitants qui voudraient participer dans ces processus-là, et poser la question à Charles des motivations, on va dire, des gens qui viennent les voir. Pour travailler avec ses envies et pourquoi ils s'impliquent. Qu'est-ce qui les motive à s'impliquer? Nous, c'est des propriétaires. C'est un peu différent. Mais la plupart du temps, les gens qui viennent nous voir pour faire un chantier en autoréhabilitation, c'est parce qu'ils ont envie de le faire, ils ont envie de participer, ils ont envie d'apprendre. C'est les motivations. De toute façon, ceux qui viennent avec une motivation basée sur le coût, en fait, quand ils reçoivent le devis, parce qu'en fait, si on est... En fait, nous, on a plusieurs manières de fonctionner. Si les gens veulent juste gagner un peu d'argent, ils vont participer au chantier, mais ils vont être plus manœuvre, entre guillemets, ils vont préparer, mettre les protections, les trucs comme ça, on leur laisse les préparatifs à faire, ça nous fait ça de moins à faire, ça fait une petite économie, et c'est pas grand chose. Mais si on est dans un chantier où les gens ont envie d'apprendre, tout le temps qu'on passe à expliquer, c'est le temps où nous on fait pas, et évidemment nous on va beaucoup plus vite qu'eux qui n'ont jamais fait. Quand on regarde, au final, c'est au même prix, quoi, le chantier. Donc la motivation, elle est quasiment jamais économique, elle est toujours sur l'envie de faire, l'envie d'apprendre. Il faut que les gens aient envie de... Je voulais justement demander à Lucie, est-ce que tu penses justement que les habitants du quartier que tu connais ou d'autres quartiers ont envie d'apprendre et seraient vraiment intéressés aussi à se former à des techniques autres que d'acheter un matériau chez Leroy Merlin et de le poser. Et ma deuxième question, c'est qu'il y en a d'autres qui ont envie d'apprendre, enfin c'est pas une question, c'est une proposition,
Il y en a d'autres qui ont envie d'apprendre, ce sont les lycées professionnels, ce sont les centres de formation, etc. Et franchement, je ne sais pas du tout. Tu sais pas? Je sais pas. Ouais. Parce que moi-même, j'ai envie d'apprendre. T'as peur que ça coûte? C'est ça. Oui. Non, mais... Après, si c'est les bailleurs... Non, mais là, c'est dans une économie du logement social, donc il n'est pas du tout question de faire payer les habitants, hein, ça, il n'a jamais été question de ça, hein, mais de les faire participer et donc de mieux s'approprier je leur pense logement. que participer, c'est aussi une fierté d'avoir participé chez soi. Moi, je voulais réagir super à la notion d'économie. Parce qu'en fait, ça dépend de la modalité d'intervention. Effectivement, si on est tout seul, habitant, artisan, l'économie elle va être autour de 10% si tout va bien, etc. Je pense qu'il faut partir là-dessus. Ou pas grand-chose en fonction des travaux qui sont réalisés. Nous, avec Enerter, quand on fait des travaux avec la force de la main-d'œuvre bénévole derrière, on arrive quand même à des économies qui sont autour de 30-40% en général, quoi. Assez facilement. Donc, voilà, c'est quand même, on ne peut pas dire que l'autoréhabilitation accompagnée n'apporte pas d'économie. Il y a quand même une plus-value intéressante, quoi. Sinon, personne ne le ferait quelque part chez nous. Ouais, j'ai vraiment la sensation en fait d'un immense grand écart entre ce qu'on peut vivre. Enfin, moi je suis architecte et je réhabilite là actuellement un 3e coron pour Maison et Cité. Et en parallèle, je connais pas mal le milieu, enfin je connais notamment Charles, etc., sur tout ce qui se fait en réhabilitation individuelle de logement. Et on a quand même vraiment un immense grand écart entre d'un côté des gens qui ont cette volonté de réhabiliter leur propre logement, de s'investir dans une démarche écologique, et de l'autre des bailleurs sociaux qui ont une quantité de logements à rénover, avec un budget qui est quand même conséquent et avec des gros efforts qui sont faits pour essayer de faire les choses correctement. Enfin, quand même beaucoup d'échanges qu'on fait avec eux sur quels matériaux on privilégie, comment on avance, etc. Mais là, j'ai vraiment la sensation d'être entre deux mondes très très différents, et je me mets à la place des bailleurs sociaux en me disant mais oui, effectivement, c'est idéal, c'est utopique, et puis l'utopie n'est pas irréalisable, et effectivement, on a envie d'y aller, et on a envie d'essayer. Mais en même temps, pour avoir fait des relevés chez actuellement peut-être 250 locataires, les avoir rencontrés individuellement les uns après les autres, on se dit oui, le défi il est beau, avec qui on peut partir. Alors est-ce qu'on pourrait cibler des toutes petites cités en vraiment les accompagnements pour les tester, ou est-ce qu'il y aurait des locataires qui pourraient sortir du lot en disant bah moi j'ai envie ou autre. Mais là, aujourd'hui, Maison et Cité est quand même vraiment face à un mur. Et en même temps, c'est beau et on a envie d'y aller et d'essayer de le gravir une marche à la fois. On a envie. Peut-être que la deuxième table ronde, je pense qu'on va la deuxième table ronde, parce que tout le monde parler d'économie et de simplification. C'est aussi peut-être en partie la réponse ici à Arles, c'est de se dire que ces chantiers d'autoréhabilitation, il faut les penser sur des petites parties d'ensemble beaucoup plus grands. Et pour que ce soit... parce qu'en fait, on a bien vu que ce que vous proposez aujourd'hui, ça ne peut pas être la totalité d'une réhabilitation. Ce sont des actions ponctuelles et partielles sur un ensemble d'une réhabilitation globale. Et donc, pour que ça fonctionne, il va falloir qu'on l'insère dans un ensemble plus grand et qui permette d'amortir et le temps et l'argent qu'on y investira. Parce que si on prend un ensemble... ici, on parle de 20 logements sur la Cité d'Orient. Si on prend des si petits ensembles, on n'y arrivera pas. Donc en fait, il faut qu'on essaye de travailler et à chaque fois, ce soit participatif dans une partie de la cité. Aujourd'hui, on a un fonctionnement un peu similaire sur des chantiers d'insertion, où en fait, on ne peut pas fonctionner tout seul. Par contre, si on les intègre dans un grand ensemble, ça fonctionne. Je pense que ça peut être également une réflexion. Et il y a des choses qui marchent très bien, comme la laine de bois, on n'a aucun souci par exemple à la mettre sur chantier. Elle est un peu plus épaisse que la laine de verre, mais dans les comptes ça ne nous pose pas de problème. Donc il y a des endroits où on arrive à la mettre très facilement et où ça s'intègre presque pas comme une contrainte, où ça on peut y aller et ça on peut le développer sur toutes les maisons de toutes les cités, c'est quelque chose qui part facilement.
Après, quand on part sur des bétons de chanvre où l'épaisseur est plus épaisse, sur des logements qui sont beaucoup plus petits, là on commence déjà à avoir des freins et alors là, venir parler de l'enduit sur le mur intérieur, c'est hyper intéressant. Je pense que si on arrivait à le faire, mais quelle finition d'enduit on peut avoir? Est-ce que les locataires retrouveraient un peu ce blanc qu'ils ont actuellement? Est-ce qu'on peut venir remettre la peinture? Est-ce que les murs sont vraiment droits? Enfin, il y a des choses. Là, il faut savoir que les relevés, on les fait, on a la bourre qui tombe sur le lit des gens. Oui. Oh. C'est rare, hein, c'est pas toutes les maisons, mais il y a des maisons où la bourre tombe encore parce que les locataires ont refusé les travaux pendant 50 ans. Oui, parce que, c'est ça. Merci de la précision. Merci de la précision. Non, mais c'est vrai. Mais ça existe. Mais donc il y a encore cette image de la bourre qui peut tomber des fois dans les corons. Et remettre la terre aujourd'hui, alors que sur là on a une cité, il y a 80 logements, il y en a 2 où on a encore de la bourre. Bah, les 2 logements où on a de la terre aujourd'hui, c'est les maisons un peu marquées au fer noir de la cité. Donc le travail est d'autant plus important. On parlait des avantages du chaud-chambre. On fait des très belles études maison et cité avec le CD2E, notamment sur le chaud-chambre, sur les questions d'épaisseur et les relations avec le confort et le climat intérieur. Je pense qu'il saura très bien vous expliquer. C'est ça, c'est encore l'image. Plus tard, c'est ça. Parce qu'on va passer justement à la deuxième table ronde qui, j'espère, répondra justement à cette question du grand écart. Toute petite pause et puis donc monsieur Jean-Roger Carcel, c'est ça? C'est ça. Avant la deuxième table ronde, peut-être nous dire un peu. C'est intéressant, c'est un retour très opérationnel parce que vous avez pu constater. C'est vrai que là, j'écoute, mais j'ai les pieds dedans. Puis les équilibres financiers, les objectifs. Nous, on a cette envie en fait. Je suis là parce que. Moi, je suis l'alter ego de Jean-Roger, mais côté clientèle. Donc, ce que vous dites effectivement sur la perception que peuvent avoir les clients, ah oui, parce que moi, je suis plutôt partie commerciale. Par contre, j'ai en responsabilité aussi tout ce qui relève de la concertation et tout ce qui relève de l'animation dans les quartiers, donc le travail justement sur le collectif d'habitants, la manière dont on peut essayer de les fédérer, parce que ce qu'on pourrait dire aussi, mais je pense que ça sera plutôt dans le cadre de la deuxième table ronde, c'est que ça ne se décrète pas. Il y a un moment, il faut que le collectif il naisse, il faut, au même titre qu'une association, il faut qu'il y ait une colonne vertébrale, un collectif engagé qui va réussir à fédérer les habitants autour de lui. Et ça, c'est pas nous en tant que bailleurs qui pouvons arriver et dire. Des fois, ça existe presque déjà un peu dans les cités. Il y a des. Oui. En fait, il faut presque que ça vienne. Exactement. Mais là, à Arles, il y a eu un très beau projet sur une maison des habitants et ils ont travaillé autour à la cité Bellevue. Je ne sais pas si vous avez un jour l'occasion. En fait, ils ont. Et là, c'est vraiment un collectif d'habitants. C'est constitué avec aussi la commune, le CCAS, qui a joué le rôle de locomotive au départ, et il fait des choses qui sont surprenantes autour de la culture, autour de la création. Ils ont fait un atelier scratchbooking, ils créent des cartes, etc. C'est absolument magnifique. Un atelier photographie, ils mettent en place, et ça c'est vraiment un sujet sur lequel il faudrait qu'on travaille, parce que l'atelier jardin, et l'appropriation et la manière dont on peut utiliser son jardin, notamment cultiver son jardin, le transformer pour mettre savoir-faire sur les sur les jardins ici. Alors oui, mais ça c'est perdu. Ça c'est beaucoup perdu. Oui, mais est-ce que c'est encore entretenu? Est-ce qu'il y a encore des potagers? C'est rigolo parce qu'il y a les rues des personnes âgées. Bah oui, c'est entretenu, impeccable, et il y a le petit potager. Où il y a la piscine, le trampoline, les chiens et la barrière en PVC tout le tour. Et ça s'est vraiment perdu, alors que vraiment il y a un effet de oui, puis non seulement ça, mais en plus les colons ont été faits dans le jardin pour que les usiniers des mines
à l'époque, étaient obligés d'entretenir leur jardin parce que c'était visible de l'extérieur. Donc Exactement. le courant est fait pour que le jardin soit visible. Et alors, en fait... aujourd'hui, on est dans un truc où on se cache, qui du coup ne fonctionne pas du tout avec le mode de vie du courant. Et c'était un système qui était hyper bien pensé, le système des charbonnages, encore antérieurement des compagnies minières. Le jardin, il avait un double intérêt. D'abord, il participait au pouvoir d'achat du mineur, c'est-à-dire il cultivait son potager et donc il pouvait se nourrir des produits qu'il avait dans son jardin. Et le deuxième intérêt, c'est que quand il faisait son jardin, il ne pensait pas manifester. Et comme le système de payer les salaires à des moments différents pour que les mecs aillent savoir leur verre au voilà, bar le même tout soir à fait. le jour de la veille. Ah bah oui, ça, effectivement. Et vous intervenez sur quel secteur alors là, on est en train de faire sur les eaux. D'accord. Parce qu'elle est une vingtaine de logements. D'accord. Donc vous êtes en relation alors avec qui chez Maison Cité Jean Roger ou ses équipes Grégory Le Soin et Frédéric Vervac, le directeur de territoire, non? D'accord. Après, c'est tous les agents techniques. D'accord, les chargés d'offres. Oui, Vincent, ouais, Vincent, oui. J'ai commencé avec lui, c'est super bien parce que lui, il est maintenant sur le secteur de Douai. C'est logique, ouais. Il ne plus, mais enfin, il chapeaute les gens ici chez nous actuellement. Mais c'est vrai que c'était plutôt sympa de commencer avec lui parce qu'assez ambitieux et puis qui est parfaite connaissance des cités, du mode de fonctionnement. Parce que quand on intervient sur un territoire, on ne peut pas venir plaquer des solutions qu'on a pu voir ailleurs. Il y a tout aussi la dimension culturelle du territoire. Et donc, il faut aussi prendre c'est vrai que même nous, à l'agence, le premier courant qu'on a dû relever, on a dit tiens, maintenant, avec les deux dessinateurs de l'agence, les 80 maisons en Bordeaux, où va-t-on? Et en fait, on rentre dans un univers qui ça plus de moi, c'était la première personne patogée par le découvert, mais en même temps, c'était ça de moi de rencontrer des locataires, chaque fois qu'on arrive quelque part, on avait un café, un calamar, pour parler. Ah ouais, bah ça, ouais, mais ça c'est absolument délicieux, c'est aussi la culture de la Savigny. Et en fait, c'est ce qui nous a aussi mis l'envie après de travailler sur ces gens-là. On a une population qui est absolument généreuse et ouverte. Voilà, ça c'est effectivement notre motivation. On n'arrivait pas de haut, alors on n'aura pas pu faire ça, mais aussi avec le tableau qu'on avait prévu, il y a quand même des consultations d'information, les consultations, ça aussi, on n'est pas arrivé les locataires, ce qu'ils aimaient chez eux, ce qu'ils avaient marché chez eux. C'est vrai que les solutions, le dire, voilà, vous avez un logement avec une grande pièce, on va faire pour la grande pièce, et en fait, c'est quand même des choses qui vont changer. Et donc, vous avez fait un relevé dans tous les logements. Ouais, la valorisation. Ouais, je sais pas s'il fallait. Vous allez plus loin. L'image que j'ai de l'architecte, c'est que. Non, on s'est pas planté parce que c'est chouette. Et en fait, dans chaque maison, on découvre des choses. Même si là, je pourrais vous dire oui, je suis allée trop loin.